Bonsoir. Avant de commencer la conférence, on vous demandera de mettre vos portables en mode avion, s'il vous plaît, et de faire des photos sans flash. Merci. Okay. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au lycée Blaise Pascal. En tant qu'éco-délégués, nous sommes fiers d'animer cette 3e soirée pour la semaine du climat. Nous sommes Zoé et Théo, élèves de terminale et éco-délégués depuis la seconde. Nos animateurs pour ce soir. Nous vous présentons l'équipe des intervieweurs avec Isabelle, Abderrahmane et Pierre, ainsi que nos 2 invités, donc Hervé Dole, qui est astrophysicien et vice-président de l'université Paris-Saclay, et Madame Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, ainsi que co-présidente du premier groupe du GIEC. Au cours de la nous aborderons plusieurs sujets, que ce soit sur la politique, sur la science, mais aussi sur son parcours. Et puis il y aura un échange à la fin avec vous, public, où vous pourrez poser toutes vos questions, mais seulement à la fin. Merci à tous d'être venus aussi nombreux et on vous souhaite une bonne soirée. Abderrahmane, premier intervieweur, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Trabessi Abderrahmane. Bonsoir à vous aussi, Madame Valérie Masson-Delmotte. Je suis de la seconde générale technologique 6 et je suis éco-délégué depuis ma rentrée au lycée Blaise Pascal. Nous nous intéresserons en premier à votre parcours, puis après nous entamerons le thème de la science avec moi. Bon. Pourriez-vous nous évoquer votre parcours de formation? Est-ce que vous avez eu un déclic et à quel moment? Alors, en fait, il y a eu plusieurs déclics. Je dirais que quand j'étais plus jeune, parfois je rêvassais, même en cours, et en regardant les nuages. Et du coup, ça a suscité mon intérêt en fait pour comprendre finalement comment les nuages se forment dans l'atmosphère. Ensuite, j'ai passé beaucoup de vacances en famille en camping. Mes parents étaient enseignants et ils avaient des amis qui étaient profs de SVT et en permanence qui suscitaient notre curiosité sur ce qui nous entourait quand on était dehors, notamment en Lorraine l'été, là où j'ai grandi. Et puis au lycée, donc moi j'ai choisi de m'orienter vers les sciences, faire un parcours à l'époque scientifique, maths, physique. Et j'ai lu, quand j'étais en seconde, un magazine de vulgarisation scientifique au CDI qui parlait en fait des avancées en sciences du climat, l'étude des climats passés avec les carottages, notamment dans les glaces, la modélisation du climat, c'était les premiers travaux publiés en France pour comprendre les climats passés et futurs. Et puis l'observation de la Terre depuis l'espace, donc là il y a un point commun avec l'astro. Et alors vraiment ça a été le déclic. J'ai gardé ce magazine, j'ai fait des études prépa, concours, école d'ingénieur, donc Centrale Supélec qui est maintenant à Saclay. Et après j'ai vraiment fait le choix d'aller me former par la recherche dans un laboratoire en reprenant ce magazine et en allant chercher les coordonnées des chercheurs qui étaient interviewés pour voir les possibilités de stage. Et puis voilà, après je suis tombée dans cette marmite. Merci à vous. Nous entamerons le prochain thème qui est la science. Pourriez-vous nous indiquer la différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique? En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que l'histoire de la Terre, elle est marquée par une variabilité naturelle du climat à différentes échelles de temps. Et depuis à peu près le milieu du XXe siècle, on s'est aperçu que le climat était en train de changer à partir des relevés météorologiques compilés sur plusieurs dizaines d'années. Et graduellement, la compréhension que c'était les activités humaines en rejetant des gaz à effet de serre qui entraînaient une accumulation de chaleur, ça a été graduellement établi à partir des années 60-70. En fait, les bases qui permettaient de comprendre l'influence humaine sur le climat, c'était notamment un rapport de l'Académie des sciences américaine de 1979. Et ensuite, ça n'a fait que s'affiner de multiples manières. Donc, accumulation de chaleur parce qu'on rajoute des gaz à effet de serre, c'est une description des mécanismes à l'œuvre. Une des conséquences directes, c'est un réchauffement de l'air, un réchauffement de l'océan et beaucoup d'autres aspects, notamment une fonte du manteau neigeux, de la glace de mer, des glaciers, du Groenland, un écoulement plus rapide de l'Antarctique, des espèces qui se déplacent parce qu'elles essaient de suivre les aires climatiques qui bougent, des événements extrêmes qui changent dans un climat qui change. Et donc changement climatique, c'est aussi un terme qui est utilisé pour dire que ce n'est pas simplement une histoire de température, ça concerne aussi les événements extrêmes, le cycle de l'eau, la montée du niveau de la mer. Donc ça couvre un champ plus vaste. Et dans l'histoire plutôt des termes choisis,
le terme réchauffement climatique, il était parfois perçu comme inquiétant. Accumulation de chaleur, on cuit. Et donc, dans les années 80, il y a eu aussi aux États-Unis un mouvement, notamment issu des énergies fossiles, pour essayer de ralentir la prise de conscience, l'action pour le climat. Et à l'époque, d'ailleurs, donc certains diplomates américains, proches de ce monde, en fait, des énergies fossiles, ont poussé à ce qu'on utilise le terme changement climatique, parce que même s'il est scientifiquement plus juste, il était perçu comme plus neutre, suscitant moins la curiosité ou l'envie d'agir des gens. Donc il y a un double volet, plus juste, mais aussi parfois utilisé parce que montrant moins les risques associés. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le bilan carbone et connaissez-vous le vôtre? Alors en fait, il y a 2 bilans carbone. Est-ce que vous le savez? Il y a en fait la compréhension du cycle du carbone à l'échelle planétaire, qu'on peut appeler bilan carbone à l'échelle mondiale. Donc nous, on rejette chaque année 40 milliards de tonnes de CO2. Il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère, à peu près la moitié. Puis il y en a une partie qui rentre dans l'océan, qui s'acidifie, à peu près un quart, et 30% qui va être repris par la végétation et les sols. Donc ça, c'est le bilan carbone à l'échelle planétaire. C'est un équilibre entre des flux, des sources, dont les nôtres, et des puits, dont la réaction naturelle de l'océan, de la végétation. Et donc le point important à retenir, c'est que tant que les émissions dues aux activités humaines de CO2 ne seront pas à zéro, net, le climat continuera à dériver. Ça, c'est le bilan carbone à l'échelle planétaire. Et il y a une relation étroite entre le cumul de nos émissions dues aux activités humaines de dioxyde de carbone, passées, présentes et futures, et le niveau de réchauffement planétaire. Donc ça veut dire que si on veut limiter le réchauffement à un certain niveau, par rapport aux risques associés, l'accord de Paris dit largement sous 2 degrés, l'aspiration de le contenir à 1,5 degré, ça veut dire qu'il nous reste une marge de manœuvre qu'on peut traduire par un budget ou un bilan carbone résiduel. Donc ça, c'est au niveau mondial. En France, par exemple, la stratégie nationale d'action sur le climat, elle est traduite en budget carbone à tenir par période de 5 ans. On a un peu raté le premier, on l'a un peu dépassé, et le deuxième, collectivement, la pandémie, elle a beaucoup aidé à ce qu'on soit à peu près dans les clous parce que ça a ralenti beaucoup les déplacements et les activités involontairement en fait, c'était pas pour le climat. Et à l'échelle personnelle, c'est un bilan carbone ou un calcul d'empreinte carbone, c'est l'idée de mesurer quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre associées à notre manière de vivre finalement, la manière dont on se chauffe, dont on se nourrit, dont on se déplace, ce qu'on achète, ce qu'on fait avec notre épargne et tout le reste. Les services publics, par exemple le chauffage de lycée Blaise Pascal, pouf, il retombe sur notre bilan carbone individuel par les services publics communs. Et donc oui, je sais ce que c'est. Ça avait été défini notamment un budget carbone personnel il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est Jean-Marc Jancovici qui avait construit la méthode pour le faire avec l'ADEME. Et donc moi, depuis que ça a été accessible, je l'ai fait à mon échelle familiale. Et donc je sais en fait mes émissions personnelles. Donc il y a un spectre dans ma famille, selon ce qu'on mange, comment on se déplace. Et donc moi, c'est à peu près autour de 4,5 tonnes par an sur ma vie privée. Pas mes déplacements professionnels, parce que là c'est lié à mon travail. Et donc c'est à peu près la moitié de l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vivre très bien avec une empreinte modérée. Et c'est aussi une boussole qui permet de savoir ce qui pèse le plus et ce sur quoi finalement on peut agir à titre individuel. Mais il y a une partie qui est très contrainte, c'est celle par exemple des services publics. Et c'est pour ça que l'action de l'État aussi elle est importante pour contribuer à réduire notre empreinte carbone ou l'action des entreprises pour décarboner les chaînes d'approvisionnement. Et le troisième volet de l'empreinte carbone, c'est au niveau professionnel. Et donc dans le monde de la recherche, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Labo 1.5, donc issu de thésards, de post-doc, d'enseignants-chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs, d'administratifs dans les labos, plusieurs centaines de personnes. Et ils ont construit un outil très bien qu'on peut brancher directement sur une comptabilité publique pour estimer à la louche en fait le bilan carbone d'un laboratoire de recherche. Donc au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sur le plateau de Saclay, on l'a fait. Donc nous, c'est 10 tonnes par personne de ce laboratoire et par an, donc c'est beaucoup en fait. Donc pareil, ça se rebascule sur votre empreinte à vous par les services publics de recherche. Et pourquoi c'est élevé? Et c'est très intéressant au niveau professionnel. Donc on pourrait penser que c'est parce qu'on a du calcul de puissance pour la modélisation du climat, ou parce qu'on lance des satellites, ou bien parce qu'on fait des campagnes de terrain pour étudier l'océan ou les glaces. Mais en fait, c'est pas ces déplacements, ou qu'on va à des colloques, mais c'est pas ça qui pèse le plus. À l'échelle d'un laboratoire, ce qui pèse le plus, c'est les dépenses courantes. Les achats courants, en fait, les consommables.
donc le papier, les trucs pour les manips, etc., les ordinateurs qu'on change, etc. Et ça, on le retrouve partout. Dans toutes les administrations, c'est souvent les dépenses courantes qui sont le premier facteur. Et donc ça, on ne peut pas nous le réduire directement. On peut choisir d'aller à un colloque ou pas. On peut pousser pour qu'on investisse dans des bateaux, par exemple, plus efficaces, ou des bases polaires mieux isolées. Mais les dépenses courantes, c'est les cahiers des charges des marchés publics. Et là, c'est vraiment l'État qui a les clés dans le cadre réglementaire pour que, quand on achète un truc, on puisse favoriser le fournisseur qui, lui-même, a le bilan carbone le plus bas. Voilà, donc le bilan carbone, c'est une manière de comprendre comment, à l'échelle planétaire, on affecte le climat, globalement, et le cycle du carbone. Et à l'échelle personnelle, c'est une clé pour arriver à voir ce qui pèse le plus en fonction de la manière dont on vit et ce sur quoi on peut avoir envie d'agir à son échelle. Ok. Oui, c'est très intéressant. Et oui, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un bilan carbone parmi vous? Oui. Les éco-délégués? Ouais. Et dans la salle, par curiosité, si vous en avez déjà fait un? Pas mal. On les est nombreux. Moi, c'est vrai. Selon vous, depuis quand les gens ont-ils pris conscience de l'urgence climatique et pensez-vous qu'ils ont réagi trop tard? Bon, alors, je vais citer une petite phrase. Qui aurait pu prévoir? Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a la capacité à accéder à l'état des connaissances scientifiques. Ça n'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Donc, moi, ça m'avait frappé quand je suis arrivée dans un laboratoire de recherche, le fossé entre ce que j'avais appris en dehors des sciences du climat et ce qui était déjà là dans les années 90. Et dans toutes les rencontres publiques que je fais, je suis frappée du décalage entre l'état de nos connaissances, les rapports du GIEC par exemple, et puis la culture générale de tout le monde sur le climat. Et je vais vous donner un exemple. Il n'y a aucun facteur naturel qui explique l'accumulation de chaleur à l'échelle planétaire. Il n'y en a pas. L'activité du soleil, des volcans, la variabilité spontanée entre l'océan et l'atmosphère, bien sûr, ça fait des fluctuations, mais ça n'explique pas une accumulation de chaleur. Et donc depuis, disons, la fin des années 70, et puis ça n'a fait que s'affiner, on a maintenant établi que l'intégralité du réchauffement, notamment à la surface de la Terre, est la conséquence des activités humaines, 100%. Quand j'ai posé la question à des chefs d'entreprise, des maires, des parlementaires, parfois des ministres, quand c'était pas public, vous savez, juste en conversation, à votre avis, quelle est la part du réchauffement dû à l'influence humaine? Je dirais que beaucoup de personnes m'ont dit peut-être la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a des choses de base qui ne sont pas comprises en fait, qui ne sont pas connues. Et une partie des gens m'ont dit je pense que c'est peut-être 20%, mais si je vous dis ça, vous allez me prendre pour Donald Trump. Je cite. Voilà, donc en fait, notre responsabilité, elle n'est pas toujours bien connue. La plupart des gens baignent dans un ensemble de discours. Donc il y a les informations scientifiques, et puis il y a aussi tous ces discours où des gens expriment des opinions. Du coup, c'est difficile de se forger la sienne. D'autant plus que sur la question climat, on a des spécialistes des relations publiques qui, à partir des années 80, ont cherché à semer le doute délibérément. Donc tromper les gens, tromper les élus, tromper le grand public. Donc, en construisant ce qu'on peut appeler le climato-scepticisme. Donc c'est des arguments bien rodés, bien testés, qui en fait donnent toujours un alibi pour ne pas agir. Donc ça prend différentes formes au cours du temps, mais c'est non, il n'y a pas de réchauffement, non, c'est pas l'influence humaine, ou bien non, c'est pas grave, ou bien on saura s'adapter à tout. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou alors c'est trop tard, on ne pourra pas, c'est déjà passé. Et donc pour beaucoup de personnes, il y a ce décalage qui est là. Donc à côté de ce constat, il y a néanmoins une montée en compétences de beaucoup de personnes. Donc des personnes qui font une démarche volontaire pour se former. C'est aussi le cas dans le cadre professionnel de plus en plus. Par exemple, en ce moment, il y a une formation à grande échelle de tous les cadres de la fonction publique qui est mise en place, c'est nouveau. Et puis, donc les programmes scolaires, l'enseignement des sciences de la vie, de la terre, notamment au lycée, qui depuis, je sais pas une quinzaine d'années peut-être, transmet l'état des connaissances et fait en sorte que ça rentre dans les connaissances scientifiques et on va dire citoyennes un peu de base de tout le monde. Donc il y a ce côté, les connaissances sont là. Comment est-ce qu'elles passent dans la société? Par l'éducation, par la formation, par le rôle des médias, par la démarche personnelle des uns et des autres. Et puis à côté de ça, donc la relation science et société, il y a l'expérience de chacun. Et donc chacun, dans sa vie personnelle,
fait l'expérience d'un climat qui change. Donc, par exemple, cette année, vous allez en moyenne montagne, au mois de décembre, il n'y a pas de neige. Bon, les gens voient directement, et ça touche leur propre activité, leurs ressources parfois, une des conséquences d'un climat qui se réchauffe. En fait, pour 1 degré de réchauffement en plus au niveau planétaire, c'est à peu près 1 mois d'enneigement en moins en moyenne montagne dans les Alpes. Donc au début, ça ne se voit pas trop, parce que ça fluctue d'une année à l'autre. Et puis à un moment donné, ça se voit de manière assez nette. Au début, c'était plus court au printemps, puis maintenant, ça touche parfois la pleine saison touristique. Deuxième exemple, c'est l'augmentation des extrêmes chauds. Les vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. Par exemple, vous, votre génération, vous avez vécu des événements spectaculaires, notamment en 2019, au mois de juin, une vague de chaleur très intense, 45 degrés dans le sud de la France, plus de 40 degrés en région parisienne, le brevet qui avait été décalé, parce que juste les établissements scolaires ne permettaient pas en fait de tenir les épreuves dans de bonnes conditions. Bon, l'été dernier, il était assez spectaculaire aussi, donc une succession de vagues de chaleur, très tôt, juin, très tard, septembre, donc quasiment 4 vagues l'été, une situation de pénurie d'eau grave, des incendies hors de contrôle en fait. Bon, ça, les gens le voient. Ils voient les choses parfois extrêmes, et puis parfois certains observent les tendances, notamment ceux qui travaillent dans le monde agricole en fait. Ils voient bien le décalage des saisons de croissance de manière plus directe. Et donc je dirais il y a 2 choses. Il y a le constat scientifique et la manière dont ça percole dans la société. Les gens qui eux-mêmes vivent avec les conséquences d'un climat qui change et mesurent en fait la gravité quand on n'est pas prêt, en fait, qu'on n'arrive pas à gérer les conséquences. Et il y a également donc tout un cadre de politiques publiques qui se mettent en place, les stratégies d'action au niveau national, au niveau des villes, au niveau européen, qui font que la question climat elle percole aussi dans d'autres contextes. Par exemple, dans toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'énergie, la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est pris à bras-le-corps au quotidien. Ceux qui travaillent sur la gestion des forêts, de l'eau, le monde agricole, tout ça en fait, ça fait partie du quotidien aussi. Fonctionner le mieux possible dans un climat qui change, et puis mesurer les émissions de gaz à effet de serre, ça devient aussi de plus en plus une pratique quotidienne. Donc tout ça fait que, je dirais, il y a une appropriation qui change d'échelle, mais il y a encore des gradients très larges dans la société. Vous avez fait la démarche de venir, vous avez choisi d'être éco-délégué, mais il y a des gens qui se mettent à l'écart de ça, qui n'ont pas envie d'en entendre parler, qui rejettent tout en bloc. C'est aussi présent dans la société. 1, 2. Okay. Eh bien, merci Abderrahmane pour ces premières questions. On va maintenant passer à notre deuxième intervieweur, Pierre. Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Pour ma première question, je vais reprendre la citation que vous avez dite précédemment. Ah oui, je me présente d'abord. Bonne idée, bonne idée. Donc je m'appelle Pierre Marchal, je suis en première et je suis éco-délégué depuis l'an dernier. Voilà. Donc oui, donc je vais reprendre la citation que vous avez dite tout à l'heure. Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Et nous aimerions savoir votre ressenti vis-à-vis de ce genre de discours politique. Alors, il y a deux perspectives. La première perspective, c'est une formule rhétorique qui peut être maladroite. La deuxième perspective, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit perçu comme se dédouaner de la responsabilité à écouter l'état des connaissances scientifiques, s'appuyer sur les projections d'évolution future, en tenir compte, mieux se préparer, changer d'échelle. Donc il y a une responsabilité politique à ne pas avoir agi suffisamment tôt, et notamment dans ce cas-là en matière d'adaptation, pour faire en sorte que, par exemple, notre gestion des forêts permette d'éviter d'avoir des incendies graves, même quand il fait très chaud et très sec, ou bien de ne pas être dans une situation où des villes entières ont été privées d'approvisionnement en eau du fait d'une sécheresse intense, et puis du besoin d'irrigation l'été. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Ou une surmortalité de 10 000 personnes encore cet été, qu'on n'a quasiment pas vu. Au fil de l'été, l'information n'a pas percolé, du fait des conditions notamment chaudes, c'est l'analyse de santé publique. Donc on n'a pas réussi à protéger les personnes fragiles lors de canicules. Donc c'est la formule rhétorique, elle peut aussi viser à se dédouaner de sa responsabilité. On peut aussi le regarder autrement. Et donc j'ai un de mes collègues qui s'appelle Christophe Cassou, qui est climatologue à Toulouse, qui lui en fait s'est posé la question, mais est-ce qu'on l'avait anticipé ? Et donc il a pris toutes les projections climatiques de tous les modèles de climat, et il a regardé est-ce qu'un événement comme l'été 2022 faisait partie de l'enveloppe
ou l'année 2022 d'ailleurs en France, faisait partie de l'enveloppe des simulations climatiques qui ont été réalisées il y a plusieurs années. Et la réponse est oui, ça faisait partie de cette enveloppe. C'est pas la trajectoire médiane, mais ça fait partie de la plage de variabilité qu'on pouvait attendre. En fait, il y avait même 10% de chances que ce soit pire, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire même dans les simulations climatiques, il y avait des événements plus extrêmes possibles. Et enfin, la dernière chose qu'on peut regarder, c'est si on prend l'année 2022, donc qui est un extrême chaud du climat d'aujourd'hui, et qu'on regarde les évolutions du climat futur, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre suivent les politiques publiques actuellement mises en œuvre, sans plus d'action, donc dans ce cas-là, en fait, on atteindra un niveau de réchauffement au niveau planétaire d'à peu près 2 degrés autour de 2050. Et bien pour la France, donc ce serait 3. Et l'été 2022, en fait, il serait la moyenne des années 2050-2060 dans ce cadre-là. Donc je vous laisse imaginer les records de 2050, puisque là, ce qui est le record aujourd'hui deviendrait la moyenne des conditions climatiques pour la France. Donc, pour revenir, est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Donc dans les projections climatiques, oui. Ça veut dire aussi que peut-être nous, quand on communique aux décideurs, qu'on ne communique pas seulement la trajectoire moyenne, mais que pour un climat donné, on communique aussi sur les éventualités qui sont moins probables, mais dont les impacts seraient les plus graves. Donc il y a aussi la responsabilité des scientifiques à le communiquer bien. Et puis la dernière chose, c'est on fait aussi des prévisions saisonnières, Météo France, 3 mois à l'avance, à partir de l'état de l'océan, de l'état initial, fait des simulations, c'est l'interface un peu météo-climat. Et là, en fait, elles étaient très bien. Cet été, les prévisions de Météo France étaient très chauds, secs. Et pourquoi est-ce qu'on y arrive? C'est parce qu'on sait, par exemple, quand les sols sont particulièrement secs au printemps, ça augmente la probabilité de vagues de chaleur. Parce que quand les sols sont secs, ils peuvent moins évaporer, moins transpirer, et donc moins refroidir la surface. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens, quand on a une vague de chaleur, ça vide les sols plus vite, ça exacerbe les sécheresses. Donc c'est des phénomènes couplés dont on sait qu'ils ont tendance à se dérouler de cette manière-là. Donc on pouvait le prévoir. Merci. Quelle est la valeur de l'accord de Paris? Est-ce qu'il n'est pas seulement symbolique aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut regarder, c'est aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont intégrées dans des politiques publiques. Des lois, des cadres réglementaires. C'est une des conséquences de l'accord de Paris sur le climat. Et l'évaluation qui en est faite, c'est que les politiques publiques qui ont déjà été mises en place, elles permettent d'éviter chaque année autour de 6 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. On en émet à peu près 60, donc on en fait à peu près 10% du chemin. Et ça, c'est important de le voir. C'est-à-dire qu'il y a parfois cette idée que rien ne fonctionne. Si, on sait ce qui fonctionne. On sait ce qui fonctionne. C'est un cadre réglementaire, c'est parfois des quotas, c'est une fiscalité qui fait en sorte que le plus polluant est plus taxé que le moins polluant. C'est le fait de rendre accessibles des innovations technologiques, parfois avec des investissements publics pour faire baisser les coûts, et puis pour que ça puisse se répandre. Et un des résultats, par exemple, c'est une baisse forte des coûts des panneaux photovoltaïques, donc de l'électricité produite, de l'électricité éolienne, ou bien du coup des batteries qui permettent soit de stocker de l'énergie intermittente, soit d'électrifier les véhicules, donc de fournir une alternative au pétrole. Donc on sait qu'on peut créer les conditions de technologies dont les coûts diminuent et deviennent plus compétitives, plus abordables par la suite. Donc l'accord de Paris, il est important. Il est important parce qu'il faut qu'il y ait un cadre international. Ce n'est pas l'action de la France seule qui fonctionnera pour le climat, ce n'est pas l'action de l'Europe seule. Il y a vraiment une responsabilité qu'on appelle commune mais partagée. Précédemment, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les engagements ne concernaient que les pays historiquement développés, qui ont bien sûr contribué le plus aux émissions de gaz à effet de serre historiques, mais les pays émergents pèsent lourd, et donc on voit que les acteurs qui pèsent le plus sur les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sont plus divers, et l'accord de Paris, il avait vraiment cette vocation universelle, c'est-à-dire chaque pays arrive, met sur la table ses engagements, et puis tous les 5 ans, on fait le point pour voir ce qui a été tenu, pas tenu, et si la somme des ambitions indiquées est cohérente avec l'objectif de long terme. Et dès le début de l'accord de Paris, on savait que ce n'était pas le cas.
C'est-à-dire dans la rédaction même à la COP 21 à Paris de cet accord, les pays ont mis sur la table leurs premiers engagements et le texte même dit nous notons que l'ambition qui est affichée entre à l'époque 2015-2020 et 2020-2025 n'est pas suffisante par rapport à la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui permettrait de limiter le réchauffement. Et l'idée de cet accord, c'est d'avoir un mécanisme où tous les 5 ans, on revoit à la hausse l'ambition à agir, avec aussi un aspect de transparence, c'est-à-dire chaque pays s'engage, et puis après il y a le fait de devoir rendre compte, donc il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de système de ce type-là, mais c'est la réputation, la crédibilité d'un pays qui est en jeu, au niveau international, mais aussi devant sa propre société civile, devant sa propre population. C'est un peu ça le mécanisme. L'autre aspect de l'accord de Paris sur le climat, donc c'est des mécanismes aussi de solidarité, c'est-à-dire de l'aide des pays les plus riches vers les pays les moins avancés, pour accéder à des technologies propres, pour renforcer leur stratégie d'adaptation. Donc un mécanisme qui est pareil, engagé, mais les montants qui ont été mis sur la table ne tiennent pas les objectifs attendus, qui étaient de l'ordre de 100 milliards, c'est ça, de dollars, si je ne me trompe pas. Et on n'y est toujours pas. Et le dernier volet, et là c'était un point dur, c'est certains pays très vulnérables, qui ont des capacités limitées, font face à des événements, des conséquences d'un climat qui se réchauffe, qui dépassent leur capacité d'adaptation, donc qui entraînent en fait des pertes et des préjudices. Donc par exemple, vos écoles, vos hôpitaux sont mis à mal par une inondation, comme c'est le cas récemment au Pakistan. On peut être capable de discerner si l'événement en question a été dopé par l'influence humaine sur le climat, rendu plus intense, plus probable, et se pose la question de quel mécanisme de solidarité on met en place. Donc depuis longtemps, dans les accords internationaux sur le climat, ça s'était écarté. Et la seule avancée qu'il y a eu l'année dernière, donc dans la COP 27, qui est une des étapes où les pays se réunissent par rapport notamment à l'accord de Paris sur le climat, c'est d'acter le principe d'un fonds par rapport à cet aspect de perte et dommages, et qui est une demande mais très forte depuis le début de pays très vulnérables, les petits États insulaires, les pays les moins avancés, qui en fait ont besoin de reconstruire à un moment donné quand ils sont touchés par des désastres liés au changement climatique. Donc c'est le dernier volet qui n'est pas encore complètement en place, on ne sait pas quelle forme il va prendre. Et donc l'an prochain, il y a une étape importante, donc la COP 28 qui aura lieu à Dubaï. C'est le fait de mettre sur la table ce qu'on appelle un inventaire global, c'est-à-dire quels ont été les engagements des différents pays qui ont été tenus, où on en est sur le financement et quel mécanisme pour les pertes et dommages. Donc c'est une étape importante dans ce mécanisme de l'accord de Paris. Donc il n'est pas parfait. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, sur des coalitions par exemple de pays plus ambitieux, qui ont envie d'agir davantage. Mais il faut bien comprendre la difficulté aussi d'avoir un mécanisme qui s'applique à des pays qui ont des enjeux géopolitiques terriblement différents, notamment les pays qui sont eux-mêmes exportateurs, producteurs d'énergie fossile. C'est évident qu'en fait, leur intérêt immédiat, ce n'est pas nécessairement une sortie rapide des énergies fossiles. Donc il y a cet espace d'échange et qui intègre parfois ceux qui sont les freins les plus vocaux à une action ambitieuse. Et c'est ceux qui dépendent le plus des énergies fossiles, bien sûr. Donc, autre domaine, énergie fossile versus énergie renouvelable. Votre avis, avantages et inconvénients de chacun? Eh bien, donc, ce qu'on peut dire, c'est le développement humain des derniers siècles, il s'est construit notamment sur l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, chacune s'ajoutant aux autres. Donc ça a été associé à un accès à une énergie plus abondante. Ça a permis dans certaines régions du monde, notamment dans les pays développés, d'améliorer le niveau de vie de manière très nette, avec un contrepoids qui est énorme, qui est leur rôle dominant dans l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Et ce changement climatique dont on voit que les conséquences s'intensifient et s'aggravent. Donc avec des risques et des impacts qui sont de plus en plus difficiles à gérer, de plus en plus complexes. Donc ça c'est pour la partie énergie fossile. Aujourd'hui, les énergies fossiles, c'est à peu près 34% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, quasiment directement au système énergétique.
uniquement pour la production d'énergie. Après, il y a la partie transport, etc. Donc, qu'on ramène à d'autres secteurs. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à construire une sortie de ces énergies fossiles en y substituant des énergies qui sont bas carbone. Donc, électricité bas carbone, hydroélectricité, éolien, solaire, nucléaire, tout ça fait partie de capacité à produire de l'électricité bas carbone, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, il y a chaleur bas carbone, qui est un point dont on parle moins, mais qui est important. Chaleur bas carbone, c'est par exemple géothermie, ou bien réseau biomasse, réseau de chaleur intelligent, comme on a mis sur le plateau de Saclay, qui en fait permettent de produire de la chaleur sans passer par l'électricité et de manière à émettre très peu de gaz à effet de serre. Et donc, un des enjeux clés pour arriver à baisser fortement les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'augmenter la capacité de production d'électricité bas carbone dans le monde. Donc, en France, notre électricité, historiquement, est déjà quasi décarbonée. Donc, c'est essentiel de le garder. Mais dans les autres régions du monde, c'est la première chose à faire. Et ensuite, électrifier les autres usages de l'énergie. Donc, par exemple, un vélo électrique, une voiture électrique, les trains électriques, et pas diesel ou autre. C'est également, par exemple, des pompes à chaleur. On utilise l'électricité de manière astucieuse pour chauffer, de manière assez performante, à la place d'autres systèmes de chauffage, etc. Mais c'est pour ça que l'énergie joue un rôle important, l'électricité aussi, parce qu'avoir une électricité bas carbone, ça ouvre la possibilité en fait, de décarboner d'autres secteurs. Alors, je ne sais pas si avantage, inconvénient, c'est compliqué. Je dirais que l'enjeu maintenant, en fait, c'est d'arriver à sortir les investissements des énergies fossiles le plus rapidement possible. Et chaque infrastructure fossile qu'on met en place maintenant, comme elle va fonctionner pendant longtemps, une voiture, c'est 17 ans, un chauffage, ça peut être 20 ans, une centrale thermique, ça peut être 30, 40, 50 ans. Chaque infrastructure qu'on met en place maintenant fossile, elle verrouille des émissions de gaz à effet de serre. Donc elle freine, en fait, elle limite nos capacités à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc réorienter les investissements, les sortir des énergies fossiles, les mettre vers tout ce qui est bas carbone. Et ça va demander des investissements importants dans les années à venir. Et ensuite, on en aura les bénéfices. Et donc je voulais terminer là-dessus. Un bénéfice important à sortir des énergies fossiles, c'est qu'ils n'émettent pas que des gaz à effet de serre. Quand on brûle du charbon, du pétrole notamment, ou avec les fuites de gaz, ils dégradent la qualité de l'air. C'est des polluants atmosphériques qui sont émis en même temps, ou produits par notamment les rejets de méthane dans l'atmosphère qui entraînent plus d'ozone, c'est un polluant en surface. Et donc un des bénéfices à sortir des énergies fossiles, c'est aussi d'améliorer de manière spectaculaire la qualité de l'air. Et dans le monde, en fait, quand on regarde l'état des lieux, et notamment par exemple en Asie, les gains en termes de santé publique d'une meilleure qualité de l'air, on considère qu'ils peuvent être même plus importants économiquement que le coût des investissements pour transformer les systèmes énergétiques en sortant des énergies fossiles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le regarder que dans une boîte, que dans la partie énergie, mais il faut prendre en compte aussi les effets néfastes et les bénéfices associés. Merci. Et j'ai oublié un point. Ah oui. Il y a une particularité, par exemple, pour la France. Nous, on n'est plus producteur en fait localement d'énergie fossile. On a décidé de ne pas aller sortir le peu qui reste à droite à gauche dans des endroits avec des écosystèmes très chouettes, par exemple près de la Guyane ou ailleurs. Donc, on a décidé de ne pas le faire. Nous, on n'a pas en fait de stock. Donc c'est un peu sans regret. Et il se trouve qu'on achète beaucoup d'énergie fossile à d'autres pays du monde. 17% du gaz, c'était la Russie avant. Maintenant, on diversifie un peu. Beaucoup, en fait, des fournisseurs sont des pays qui n'ont pas un attachement nécessairement très fort aux droits humains, à la démocratie ou au respect des frontières, par exemple. Voilà. Et donc, la question de l'énergie, c'est pas qu'une question physique, c'est aussi une question éminemment géopolitique, d'indépendance, de sécurité d'approvisionnement, et aussi de qui on rémunère lorsqu'on importe des énergies fossiles. Et cette question, je pense qu'elle est assez importante à intégrer de manière profonde, c'est-à-dire qui on finance, quel système politique on finance, et quel gain on peut avoir à arrêter de financer aussi ces systèmes politiques. Donc, est-ce qu'il existe réellement une énergie renouvelable dont la production et l'acheminement ne dépendraient pas justement d'une énergie fossile ? Alors, dans le système énergétique actuel, je ne crois pas.
Par contre, plus en fait on va monter en puissance sur la capacité à produire notamment de l'électricité renouvelable et à la stocker, plus on pourra réussir graduellement à sortir de la partie fossile les différents aspects. Aujourd'hui, on est sur par exemple des systèmes industriels qui restent très difficiles à décarboner. Donc un des enjeux, par exemple des fours à très haute température, pour arriver à substituer l'utilisation d'énergie fossile aujourd'hui, il va falloir en fait produire beaucoup d'électricité bas carbone ou renouvelable, ensuite utiliser cette électricité via des vecteurs, par exemple l'hydrogène ou l'ammoniac, et ensuite ce sont ces vecteurs qui auront été produits à partir de renouvelables qui permettront par exemple de décarboner l'industrie lourde. Donc ça se fait en plusieurs temps. Donc il y a la situation actuelle où la production industrielle utilise encore une partie d'énergie fossile, même dans le meilleur des cas. Mais la montée en puissance sur notamment les renouvelables ou une partie de nucléaire, dans le monde ce ne sera pas fondamental, mais en France c'est un point important, ça peut permettre à terme de décarboner les systèmes industriels. Une question sur votre profession maintenant. Quelles techniques et éléments utilisez-vous pour connaître l'histoire du climat et à quoi est-ce que cela peut servir concrètement aujourd'hui ? Alors, donc l'étude des climats passés, dans le cas de ce que j'ai fait moi, j'ai utilisé deux grandes approches. Une première approche qui est le fait d'arriver à extraire une information climatique quantitative, quantifiée, à partir des indices que le climat laisse dans des archives naturelles. Donc, j'ai notamment travaillé sur la composition de l'eau dans les glaces polaires, le rapport des molécules lourdes et légères de l'eau. Il est affecté par les conditions climatiques. Donc la température, au moment où les flocons se forment, est préservée dans le rapport molécules lourdes légères de l'eau, donc le rapport oxygène 18-16 deutérium-hydrogène. Et ensuite, il y a même des paramètres de second ordre qu'on peut mesurer, qui sont sensibles en fait aux conditions initiales d'évaporation de la vapeur d'eau, donc qui nous renseignent aussi sur, on va dire, le transport d'humidité ou les conditions climatiques sur les océans qui alimentent ensuite les régions polaires. Donc ça, c'est les paramètres. J'ai aussi analysé avec des collègues dans notre laboratoire le rapport molécules lourdes et légères dans la cellulose de cernes d'arbres. Donc de la même manière, dans les arbres, il y a des anneaux de croissance. Et on peut mesurer leur épaisseur, leur densité, mais on peut aussi chercher le rapport oxygène 18, oxygène 16 de la cellulose, qui est un bon marqueur en fait à la fois de la température de la saison de croissance des arbres ou même du stress hydrique au moment de la croissance des arbres, selon le contexte géographique. Et ce type de données, en fait, après, on le date, on le compile, et ça permet de faire des reconstitutions des variations passées du climat. Donc chaque archive, c'est une pièce de puzzle, on les assemble. Et on peut avoir comme ça en 3 dimensions, finalement, une sorte de film reconstitué de l'histoire du climat de la Terre dans les différentes régions et au niveau planétaire au cours du temps. Et l'autre méthode, c'est des outils de modélisation à base physique, donc à partir des lois qui régissent en fait le fonctionnement de l'atmosphère, l'océan, etc. On a des modèles de climat numériques, et donc on va aussi les utiliser pour simuler les variations passées, ce qui est important parce que ça nous permet de comprendre les mécanismes. Donc les données, elles permettent de quantifier, elles permettent d'évaluer les modèles de climat, mais la combinaison des deux, c'est vraiment ce qui permet de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et moi, je prends les climats passés comme une sorte d'expérience grandeur nature sur le climat de la Terre. Donc, dans le passé, la trajectoire de la Terre autour du Soleil a changé, la position des continents et des océans. Ou bien, de temps en temps, il y a eu des grosses éruptions volcaniques. Donc ça, c'est l'expérience, pas nous, une expérience naturelle. Et ça nous permet de décortiquer comment le climat y a réagi dans le passé. Et ce qu'on tire de la réaction dans le passé du climat, en fait, ça nous apporte une contrainte sur sa réponse à toute perturbation du bilan d'énergie de la Terre. Donc que ce soit suite à un facteur naturel ou suite aux activités humaines, on perturbe le bilan d'énergie de la Terre et ensuite le climat y réagit avec des facteurs amplificateurs et stabilisateurs. Et les climats passés permettent de fournir une barre maximum et minimale à cette réponse du climat qui s'ajoute à notre compréhension des processus et qui s'ajoute aussi aux observations plus récentes mais courtes sur les derniers 150 ans. Et là, en fait, dans le dernier rapport du GIEC, l'intégration des données issues du passé notamment, et puis de chaque boucle de rétroaction, ça nous a permis de diviser par 2 l'incertitude sur la réponse du climat futur pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre donné. L'autre exemple sur l'étude des climats passés, c'est que
on a mis en mouvement les composantes lentes du climat. Donc l'océan profond commence à réagir, en accumulation de la chaleur, en s'acidifiant, avec moins d'oxygène qui arrive. On a mis en mouvement le Groenland, qui fond plus en surface, et certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus rapidement. Mais en fait, nos observations directes, elles sont horriblement limitées. Depuis l'espace, depuis une trentaine d'années, sur place, on a des sites avec des observations, mais c'est très limité sur des périodes courtes, souvent quelques dizaines d'années. Donc en fait, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la manière notamment dont les calottes polaires réagissent dans un climat plus chaud. On a des observations trop limitées. Et là, les climats passés sont intéressants parce qu'on va regarder les phases chaudes à l'échelle géologique de la Terre. La dernière période interglaciaire, il y a à peu près 125 000 ans, la trajectoire de la Terre autour du Soleil était un peu différente, les régions polaires plus chaudes. Ou bien la dernière fois qu'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Pliocène, il y a quelques millions d'années. Et là, ça nous permet de voir, quand on a autant de CO2 qu'aujourd'hui, mais pendant plusieurs milliers d'années, quelle est la réponse à long terme, par exemple, du niveau de la mer. Et ça nous apporte une contrainte unique, issue d'observations, on va dire, empiriques, entre le niveau de CO2, la température des régions polaires et les conséquences sur plusieurs milliers d'années. Et il se trouve maintenant que c'est assez convergent avec nos simulations de la réponse des calottes du Groenland et de l'Antarctique, malgré les imperfections de nos modèles. Sur plusieurs milliers d'années, on a des choses assez cohérentes. Et donc ça nous donne confiance qu'au premier ordre, on est capable d'anticiper, pour un niveau de réchauffement donné, quelles seront les conséquences sur la montée du niveau de la mer. Donc voilà, vous me disiez à quoi ça sert. Ça sert à contraindre en fait certains aspects des évolutions futures. Et l'autre aspect, ça nous permet de mettre en perspective les changements récents, parce qu'on n'a que 150 ans de données météo au niveau planétaire. Et donc ça montre la rupture qu'on connaît. Donc le niveau de CO2 dans l'atmosphère, on est à 50% de plus que le climat pré-industriel. Et ça, on le connaît grâce aux glaces polaires, précisément. Donc 50% de plus que le climat pré-industriel. Il n'y a jamais eu autant de CO2 depuis à peu près 800 000 ans. On a des enregistrements fins. Et c'est l'étude des sédiments marins qui nous montre en fait que la dernière fois qu'il y en avait autant, c'était il y a un peu plus de 2 millions d'années au Pliocène. La température à la surface de la Terre, le degré de réchauffement depuis 1900, inédit depuis plus de 2000 ans. On est en train de sortir de la plage des variations de la période interglaciaire dans laquelle nos civilisations sont développées. Pour trouver plus chaud, il faut remonter il y a à peu près 125 000 ans en arrière. La montée du niveau de la mer, pareil, inédite sur plus de 3 000 ans. Et donc ça, c'est assez vertigineux parce que ça montre aussi, en fait, à quelle vitesse on a perturbé le climat et à quel point on sort, en fait, là, rapidement, finalement, d'une plage de climat, de niveau des mers relativement stable depuis quelques milliers d'années. Donc c'est aussi le dernier volet. Ça permet de mesurer, finalement, à quel point nous perturbons le climat à l'échelle planétaire. Merci. Une dernière question pour ma part. En quoi consiste votre travail au GIEC ? Pourquoi avoir accepté cette mission qui, il me semble, sort de votre travail habituel ? Alors en fait, dans le travail scientifique, on produit des connaissances. Parfois, on les passe en revue. On fait des articles un peu de synthèse sur un aspect des connaissances. Ça fait partie de notre travail. Et après, il y a un deuxième volet qui est, je dirais, plus un travail d'expertise, c'est-à-dire à l'interface entre science et société. La première fois que ça m'est arrivé, c'était dans le cadre du comité scientifique d'études de l'Antarctique, qui a voulu faire un point. Que sait-on ? Antarctique, climat, environnement. Et donc, il a été chercher des scientifiques d'horizons différents pour, c'était vers 2009, je crois, faire une synthèse de l'état des connaissances. Et c'est intéressant parce que c'est, nous, ce qu'on sait, mais en quoi c'est important pour les choix de société, sachant que, par exemple, l'Antarctique, gérée par un traité, qui en fait une terre de paix et de science, mais il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées à exploiter les ressources. Donc c'est aussi important de savoir, de mieux comprendre les environnements fragiles, de comprendre aussi, d'anticiper ce que fera un climat qui change dans cette région. Ensuite, j'ai contribué sur l'étude des climats passés comme auteur à plusieurs rapports du GIEC, donc comme auteur dans un des chapitres sur les climats passés en 2007, et puis j'ai coordonné le chapitre sur les climats passés en 2013. Donc là, c'est vraiment un travail scientifique, avec une quinzaine de personnes qui rédigent ces rapports. On passe en revue l'état des connaissances. Dans les publications, on va regarder les éléments probants, et ensuite, on essaie d'en distiller les points clés. Et c'est relu largement par la communauté scientifique, par des experts nommés par les gouvernements, ce qui nous permet de nous rendre compte que parfois on est très biaisé parce qu'on connaît un petit paquet de la littérature scientifique plutôt d'une région du monde. Donc ça nous force en fait à regarder l'ensemble des éléments
et ensuite à en décanter les points clés. J'ai un peu résumé sur certains aspects des climats passés tout à l'heure. Et puis ensuite, donc le gouvernement français en 2015 m'a sollicité parce qu'il souhaitait présenter une candidature pour un rôle de coprésident sur la partie physique du climat. Donc ils ont contacté, je crois, 5 ou 6 collègues français. Puis après, j'ai passé beaucoup de temps à dire oui, parce que je pensais que j'aurais plus de temps pour faire de la recherche et que ça prendrait beaucoup de place en fait dans ma vie personnelle aussi. Bon, j'avais raison. Hein. Mais bon, voilà. Pour un ensemble de raisons, je me suis dit que je pouvais le faire. Et aussi, une des motivations, il faut quand même que je l'avoue, c'est qu'avant, il y a eu très peu de femmes à des fonctions de coprésidente d'un groupe de travail du GIEC. Et je me suis dit aussi que si j'osais pas, je ne pourrais pas reprocher qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Il fallait aussi qu'on se présente. Voilà. Donc, ma candidature a été retenue. Et ensuite, c'est les représentants de tous les pays qui examinent les candidatures pour les rôles de président, vice-président, coprésident, et donc qui votent. Donc, j'ai été élue avec un scientifique chinois qui s'appelait Pan Maojai, que je ne connaissais pas avant, et avec lequel on a vraiment travaillé en parfaite intelligence depuis 2015, pour superviser un ensemble de rapports. Et il y a quelque chose d'assez formidable à superviser les rapports du GIEC. Donc au départ, on écoute les attentes exprimées par l'ensemble des pays, quels sont les points qui pour eux sont importants. Il y a aussi des organisations observatrices scientifiques qui font aussi des recommandations, puis des observateurs comme des coalitions d'entreprises ou des ONG qui font aussi remonter des thèmes. Donc bien sûr, les pays voulaient plus d'informations à l'échelle régionale. C'est évident parce que c'est là où on vit, c'est là où c'est important pour prendre des décisions. Mais il y a parfois des choses inattendues, comme beaucoup de pays qui nous ont demandé, nous on veut savoir les évolutions du climat, non pas à 50 ans ou à 100 ans, mais on veut aussi savoir ce qui est irréversible à très long terme. On nous a aussi dit, nous on veut une information sur non pas les choses les plus robustes, mais aussi les éventualités dont la probabilité d'occurrence n'est pas connue ou faible, mais qui entraîneraient des risques majeurs. Par exemple, un point de bascule dans le système climatique ou les extrêmes les plus extrêmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Et ce sont notamment les gens qui gèrent les risques, ou les infrastructures critiques, ou les villes sur le littoral, qui cherchaient cette information-là. Donc là, il y a un côté assez fascinant d'entendre, de recueillir ça. Après, de choisir les scientifiques qui rédigent les rapports en fonction des candidatures. Donc un gros rapport comme celui de 2021, c'est 1000 candidatures, on en retient 234. Et c'est un travail de dentelle de regarder l'expertise de chacun par rapport à l'expertise dont on a besoin, puis assembler des équipes diversifiées. C'est important parce qu'en fait, plus une équipe est diversifiée, moins on a des biais culturels de communauté. Donc avoir des jeunes scientifiques et des aguerris, certains qui l'ont déjà fait, mais beaucoup de nouveaux, 2/3, des hommes, des femmes et des gens de toutes les régions du monde. Et puis ensuite, c'est superviser, accompagner leur travail. Donc il y a un côté de veille scientifique, la relecture des documents, faire en sorte que ce soit rigoureux, solide, donc en exerçant notre vision critique. Et puis il y a cette espèce d'émulation en permanence quand les rapports sont préparés, où les scientifiques qui les rédigent examinent, débattent des points émergents, des choses nouvelles. C'est assez passionnant en fait à voir, parce que c'est vraiment un exercice de maturation des connaissances. Et puis après il y a les milliers de commentaires qu'on reçoit, en plusieurs phases de relecture, moi je les lis tous. Et à la fin, l'approbation de notre résumé, donc qui est une distillation des points clés des rapports, avec les représentants de tous les pays. Donc on a dû le faire virtuellement du fait de la pandémie. Donc nous, on s'est enfermés dans un Novotel à Ivry pendant 2 semaines. Et donc c'était 2 semaines où chaque phrase, chaque mot, chaque figure, chaque table a été examinée. On a écouté en fait les commentaires des uns des autres. Et puis ensuite, à chaque fois, les scientifiques ont le dernier mot pour s'assurer que le rapport est clair, équilibré et qui reflète fidèlement l'état des connaissances. C'est un exercice délicat parce qu'en fait, c'est pas mon monde, le monde des diplomates ou des représentants des différents pays. Donc il faut créer les conditions de la confiance. Et quand ça fonctionne bien, en fait, la qualité de ce qui en sort est améliorée, en fait, parce que c'est vraiment de l'intelligence collective aussi qui joue. Voilà, donc c'est un peu ça l'aventure pour superviser des rapports du GIEC. Et puis ça s'arrête, donc pour moi ça s'arrêtera au mois de juillet pour la prochaine élection, parce qu'en fait il y a besoin aussi de renouveler et que de nouvelles personnes arrivent avec de l'énergie, avec une vision des choses qu'ils peuvent apporter pour que chaque rapport du GIEC en fait soit pertinent pour refléter l'état des connaissances
et pour éclairer des choix collectifs. Nous allons passer au dernier intervieweur qui est Isabelle. Il reste que 10 minutes par contre pour l'interview. Oui, bonjour du coup, je m'appelle Isabelle Moutard de seconde et je suis co-déléguée dans ce lycée depuis que j'y suis arrivée. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir ce qui vous a poussé à faire ce métier. Alors pour moi, c'était vraiment une curiosité pour comprendre le monde et une curiosité par rapport aux sciences du climat, vraiment. C'était ce choix-là, moi, il est venu au début des années 90 et quand j'ai démarré, en fait, j'avais pas vraiment la conscience des enjeux majeurs liés au changement climatique. Moi, j'y suis venue par la curiosité sur la compréhension du climat. Sinon, nous aimerions savoir ce que vous pensez des actions chocs. Je pense par là au blocage des routes et des incidents au musée. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Peut-être que je vais décrire une situation similaire. Une jeune scientifique américaine qui avait travaillé d'ailleurs au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement quand elle était jeune scientifique, qui est une brillante scientifique du climat, et puis à côté de ça, qui est une personne très concernée, qui se sent très concernée, et qui a l'impression que les choses ne bougent pas assez vite. Décembre, colloque annuel des sciences de la Terre américain, c'est le grand colloque mondial, plusieurs dizaines de milliers de participants. Et le soir, il y a une session art et sciences, et elle arrive avec un collègue de la NASA, il déplie une banderole qui dit « Les scientifiques dans la rue, pas dans les laboratoires ». 30 secondes, ils se font éjecter, on retire leur badge. Les coordinateurs de la conférence qui ont un code de conduite qui dit on n'a pas le droit de perturber une présentation scientifique, effacent le fait qu'ils aient même fait des présentations avant scientifiques. Ils partent. Et l'employeur de cette jeune femme, c'est une agence fédérale américaine. Il y a des règles strictes sur l'utilisation de crédits publics et les licenciés. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question de, dans le cadre du monde scientifique, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, collectivement? Ça pose la question de quelle est la forme d'expression des scientifiques qui dérange, même en interne. Est-ce que le fait de la licencier pour ça est proportionné? Et finalement, qu'est-ce qui choque? On en est à un moment où, par exemple, des scientifiques qui prennent tout le temps l'avion pour aller à des colloques ne choquent pas. Et le fait de dérouler une banderole qui dit on devrait peut-être sortir un peu de nos laboratoires choque. Je pose la question de la même manière sur le fait de jeter de la soupe sur une vitre qui protège un tableau de Van Gogh. J'aime beaucoup les peintures de Van Gogh. Ça me touche parce que ces peintures représentent la fragilité de la vie avec les fleurs, à différents stades. Même le vieillissement, le flétrissement. Et la beauté. Et donc ça choque plus de jeter de la soupe sur une vitre, pour beaucoup de personnes, plutôt que de détruire en permanence, par l'artificialisation des terres, des écosystèmes. Donc ça interroge. Et ces actions dites de désobéissance civile, elles sont là pour ça, en fait. Elles sont là pour déranger, elles sont là pour choquer, pour interpeller. Mais est-ce que ça engage tout le monde dans le fait d'agir? Non, ça clive. Et donc, dans tous les changements de société qui ont eu lieu dans le passé, il y a eu différentes formes. Il y a des gens qui ont porté des transformations dans leur cadre professionnel, en étant élus, dans des groupes de réflexion. Et puis il y a des gens qui ont perturbé, dérangé, par des actions de type désobéissance. Ça a toujours été le cas. Je pense notamment, par exemple, à la place des femmes dans la société, où elle n'est pas évidente dans l'histoire. Dans beaucoup de régions du monde, elle n'est pas non plus évidente. L'égalité de droit n'y est pas toujours là, et l'égalité de fait non plus. D'ailleurs, vous connaissez Eunice Foote, chercheuse américaine, qui est la première à avoir compris l'effet de serre du dioxyde de carbone. On la connaît mal. Elle faisait ça comme hobby parce qu'elle ne pouvait pas avoir un poste de scientifique au XIXe siècle aux États-Unis. Et donc, je reprends cette histoire en fait, de l'action des femmes pour revendiquer des droits. Au début du siècle, en fait, il y a des tableaux qui ont été lacérés par des femmes pour être entendus. Donc, c'était beaucoup plus intrusif, dommageable. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est important de pas de se focaliser sur la forme, mais d'arriver à déplacer le débat, la réflexion sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on tolère pas,
de quoi devrait-on s'horrifier et comment faire en sorte qu'on agisse plus. Voilà, c'est la réflexion que j'ai. Et ça pose aussi beaucoup de questions dans ma propre communauté scientifique. Donc il y a des scientifiques en fait en France, comme ailleurs, qui pensent qu'on est trop mou, qu'on pactise avec l'inaction générale. Donc certains considèrent que c'est pas leur fonction, qu'on est là pour produire des connaissances, puis qu'on reste dans notre tour d'ivoire. D'autres pensent qu'on peut être des passeurs de connaissances, jouer même parfois le rôle de chien de garde dans la société en rappelant l'échelle de l'action, en suivant ce qui est mis en place, en apportant des éléments factuels dans le débat. Et puis d'autres pensent qu'ils doivent être plus disruptifs, s'enchaîner dans des musées, sur un aéroport ou autre. Et c'est aussi des débats pour nous multiples qui posent la question de notre éthique. Est-ce que... voilà, ça pose des questions éthiques multiples, je dirais. Si. Une question un peu plus longue cette fois. Que répondez-vous aux personnes qui disent que les actions prises individuellement sont anecdotiques à l'échelle planétaire ? Aussi, que pensez-vous des projets locaux mis en place par des éco-délégués au sein des établissements scolaires ? Auriez-vous éventuellement des conseils à nous, leur donner ? Et enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, un changement systémique ? Alors, première chose, oui, les enjeux sont des changements systémiques. C'est-à-dire, si on veut vraiment être sérieux, l'enjeu dans les 10 ans qui viennent, c'est de mettre en place les conditions de changement qui sont vraiment transformateurs. Pas des petits trucs, mais transformateurs, avec des approches de transition de système. Système énergétique, on en a parlé, système alimentaire aussi, qui pèse à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre et qui est vulnérable dans un climat qui change. Il y a aussi en fait les systèmes urbains et les infrastructures des villes, qui aujourd'hui pèsent à peu près pour 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la transformation des villes, les penser comme résilientes et favorisant en fait des styles de vie sobres en carbone, c'est un point clé. Alors j'ai dit quoi ? Ah oui, puis les systèmes industriels, bien sûr, y compris tout ce qui porte sur les déchets, l'économie circulaire, c'est une approche systémique qui est nécessaire. Et à côté de ça, donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des leviers d'action qui sont sur les choix personnels. On en a parlé tout à l'heure avec l'empreinte ou le bilan carbone. Mais ce volet-là, il est tout petit en fait. La question qui est posée, c'est comment on peut créer des conditions pour que chacun puisse accéder à des styles de vie sobres en carbone et que ce soit abordable pour tout le monde. Donc là, souvent sur les petits gestes, on va parler par exemple de sobriété individuelle, en faisant appel à des choix qui vont être faits personnellement. Mais le potentiel le plus important, il n'est pas là. Le potentiel important, il est dans l'organisation, une vision stratégique qui va faire en sorte d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en terre, en eau. Donc ce que nous on appelle en anglais sufficiency, on traduit par sobriété, mais ce n'est pas le bon terme. Ça veut dire avoir suffisamment pour vivre décemment, mais dans le respect, on va dire, pour faire simple, de limites planétaires, y compris les émissions de gaz à effet de serre. Et donc la question, c'est quelle stratégie peut-on mettre en place de manière à permettre de faire des choix associés à moins d'émissions de gaz à effet de serre pour chacun. Et je vais donner 2 exemples. Qu'est-ce qui pèse le plus dans l'alimentation ? Ce sont les protéines animales, et notamment les protéines de ruminants. Donc, comment faire en sorte de rendre accessible une alimentation saine et dont l'empreinte environnementale est plus réduite ? On ne va pas interdire. Donc la question, c'est comment on offre un choix. Donc, par exemple, dans une cantine, on peut avoir un plat avec des protéines animales et un plat végétal, et on offre le choix. Quand ça se fait, les cantines à Saclay, où moi je mange, en fait, c'est le cas, il y a à peu près 30% des gens qui prennent les plats à base de plantes, en fait. Donc c'est juste offrir le choix, et ça rend possible, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir une alimentation dont l'empreinte carbone est réduite. Et en réalité, ça entraîne d'autres personnes, parce qu'ils goûtent, c'est bon, et puis du coup, ils diversifient. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc c'est une architecture de choix qui est aussi importante. De la même manière, donc là je reviens de Paris à vélo, faute de RER, il faut le dire, mais je ne peux pas moi choisir d'aller à Paris à vélo sur une nationale en cohabitation avec les véhicules, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des voies sécurisées. S'il n'y a pas une piste cyclable sécurisée, ce choix-là n'est pas possible. Donc là c'est aussi des politiques publiques d'aménagement du territoire,
de faire en sorte que ce soit accessible. De la même manière, les transports en commun, si vous n'avez pas de transport en commun, vous dépendez de votre voiture, vous n'avez pas d'autre choix possible. Voilà. Et donc, la question n'est pas simplement les choix individuels, il y a un petit levier d'action, mais c'est comment on crée les conditions pour que chacun puisse adopter un style de vie sobre en carbone pour qu'il soit accessible ou abordable. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement. Oui, c'est bien. Faut-il dire aux lycéens d'opposer leur niveau de vie à la protection de l'environnement? Devront-ils faire des compromis? Et que dire aux jeunes qui veulent sacrifier leur jeunesse pour le climat? Alors, il y avait aussi la question que vous posiez tout à l'heure, je me souviens maintenant. C'était sur les éco-délégués. Mais en fait, comme je ne sais pas exactement ce que vous faites maintenant, parce que mes 2 filles ont été éco-déléguées ici il y a longtemps, je ne sais pas exactement ce sur quoi vous travaillez, donc je ne peux pas apporter de réponse claire. Mais il me semble qu'un des défis pour les éco-délégués, au-delà de ce que vous faites vous en interne, c'est comment vous arrivez aussi à embarquer d'autres personnes, vos proches, vos parents, vos grands-parents. Comment vous pouvez aussi, vous, en fait, créer les conditions d'un dialogue. Vous avez la chance, en fait, d'avoir accès à des connaissances, à l'encadrement par les profs, le soutien de l'administration. Donc, vous mettez en place des projets, vous mesurez ce que vous arrivez à faire, mais aussi tout ce qui reste à faire derrière, je pense. Votre question, elle suggérait un peu ça. C'est-à-dire, il y a ce qui est faisable, puis il y a ce qu'on voudrait faire. Et comment, en fait, ça peut aussi avoir un effet d'entraînement plus large, parfois avec les élus locaux qui apportent aussi un changement d'échelle autour des actions qui peuvent être proposées ou envisagées. Et donc, vous disiez, la première question, c'était faut-il sacrifier, c'est ça, son niveau de vie? Faut-il dire aux lycéens d'opposer leur niveau de vie à la protection de l'environnement? En fait, c'est compliqué parce que on opère dans une société. Ce que vous appelez le niveau de vie, en fait, c'est le fruit d'une construction sociale collective. Quand on est lycéen, on n'est pas maître de tous les choix. Donc on opère par rapport à sa famille, à ses proches, à toute une vision de la société. Donc la question, c'est à partir de ça qu'il y a un point de départ. Comment on fait en sorte d'arriver à déterminer ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on veut agir collectivement, pour être porteur de transformation. Et je pense un point qui est très important, c'est pas simplement le niveau de vie au sens de ce qu'on va consommer, c'est le sens que l'on donne à sa propre vie. Donc, si vous êtes un consommateur passif, ça peut être satisfaisant. Si vous êtes acteur de transformation, si vous montez des projets, que vos projets avancent, que vous envoyez les fruits, c'est quelque chose qui donne du sens aussi à ce que vous faites en plus d'être des élèves. Donc vous êtes acteur, vous êtes porteur de transformation. Et peut-être la chose la plus intéressante à apprendre, c'est ce qui ne marche pas, en fait. C'est-à-dire, on peut essayer de faire des choses, on peut avoir des idées, mais ne pas réussir à convaincre les autres que c'est l'idée à porter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? On peut avoir une idée d'un projet ambitieux et puis se rendre compte que concrètement, le mettre en œuvre, c'est difficile. Et en fait, souvent, on apprend le plus des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que si vous arrivez que l'établissement, les enseignants ont préparé quelque chose de tout frais, et puis il n'y a plus qu'à faire un petit peu, c'est pas très formateur en réalité. Ça peut marcher très bien, mais c'est pas très formateur. Si par contre, il y a des difficultés, il faut réorienter les projets, là vous allez apprendre énormément de choses qui vous serviront aussi par la suite pour savoir comment on rebondit quand on rencontre des obstacles. Et les questions de transformation pour le climat, il y a beaucoup d'obstacles en fait. Il y a des rapports de force, il y a tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Donc c'est vraiment des rapports de force en fait dans la société. Et les obstacles souvent les plus cachés, c'est en fait les croyances qu'ont les gens. C'est des valeurs, c'est des idées reçues qui font que c'est très difficile d'imaginer de faire autrement. Et donc engager les changements, le plus difficile c'est d'arriver à ouvrir la fenêtre de curiosité des gens, donner envie d'expérimenter, de tirer les leçons de ce qui a été fait. Et c'est ça qui peut faire évoluer aussi le regard qu'on porte sur cette action-là. Merci. Pourriez-vous décrire en quelques mots la société future durable que vous vous imaginez ? En fait, la question c'est 2050, quel 2050 ? Vraiment, non. Alors, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas prendre la partie climat dans une boîte, mais de l'intégrer de manière beaucoup plus large dans une forme de développement qu'on choisit, qu'on met en œuvre,
et qui prend en compte le climat, la biodiversité, la question des inégalités, d'une manière transverse. Donc parfois on parle de développement durable, vous savez, mais il y a de nombreuses dimensions à ce développement durable. Et c'est en fait comment on crée les conditions de les prendre en compte dans leur ensemble, pour en particulier ne laisser personne derrière. C'est un point qui est vraiment très important, c'est-à-dire porter une attention particulière à ceux qui sont les plus fragiles, faire en sorte que dans un climat qui se réchauffe, on ait des mécanismes pour les protéger, et faire en sorte à ceux qui seront les plus fragiles devant les transitions à apporter, et faire en sorte de les accompagner. Voilà. Il y a ce côté-là pour moi qui est extrêmement important, c'est-à-dire les questions de solidarité dans un pays donné et entre pays qui sont assez essentielles. Après, la deuxième facette, c'est donc il y a un volet d'innovation technologique qui seront nécessaires pour réussir à construire une économie sobre en carbone. Donc comment on se projette par rapport à ces innovations technologiques, faire en sorte en fait qu'elles soient bien pensées pour en tirer le maximum de bénéfices en évitant les effets indésirables. Donc pour moi, une société sobre en carbone, c'est une société qui a fait le pari de l'innovation technologique, mais qui l'a encadrée. Après, il y a un volet de ce qu'on appelle les solutions qu'on appelle fondées sur la nature. C'est-à-dire, par exemple, pour s'adapter à un climat qui se réchauffe, jouer sur les espaces verts dans les villes, jouer sur les zones humides pour stocker l'eau, déstocker l'eau. Donc s'appuyer sur les écosystèmes en comprenant leurs fonctions et leurs services, en faisant avec des bénéfices pour le climat et pour la biodiversité. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc s'appuyer sur les écosystèmes, innovation, écosystème. Et après, je pense que c'est une société aussi qui a un rapport beaucoup plus mûr par rapport à sa consommation. Donc vraiment une vision de ce qui permet de vivre bien, plus frugal en fait, en mettant l'accent sur le bien-être et pas l'accent sur la consommation à tout prix. Je pense que c'est les 3 points qui seraient importants pour moi. D'accord, merci. Manifestement, nous n'avons plus le temps pour les dernières questions, donc je vais leur repasser le micro. On va juste passer à la dernière question de Pierre, qui est cette fois-ci pour Hervé Dole. Oui, vous nous avez proposé ce projet et accompagné plusieurs mercredis, donc merci beaucoup. Et vous êtes astrophysicien, je le répète, étudiez l'univers et êtes depuis longtemps sensibilisé aux problématiques de notre petite planète que nous avons évoquées au cours de cette soirée. Et donc ma question est la suivante, qu'est-ce qui vous a motivé pour nous proposer ce projet et nous accompagner comme cela ? Alors, la motivation, on vient de l'entendre, hein, voilà ce qu'a raconté Valérie et la pertinence de son analyse de tous les travaux qu'elle fait. Je crois que ça justifie complètement les motivations. Par ailleurs, en tant qu'astrophysicien, alors moi, la Terre est malheureusement complètement quelconque. Hein. Moi, je m'occupe de l'univers à très très grande échelle, hein, jusqu'au Big Bang, aux premiers instants de l'univers. Valérie se déplace dans le temps, les climats passés et dans le monde social d'aujourd'hui, parce que c'est une part importante de ce que tu fais. Moi, je travaille plutôt à 4 dimensions, donc 3 dimensions d'espace, puis une dimension de temps qui remonte donc à 13,79 milliards d'années, plus ou moins 0,15%. Si vous voulez l'âge précis de l'univers qu'on a mesuré avec un satellite qu'on a fabriqué ici à Paris-Saclay notamment. Donc, quand on est scientifique, astrophysicien, cosmologue comme moi, effectivement, la Terre est insignifiante. Clairement, on n'utilise que des particules de matière noire, des particules d'atomes, et on essaie de comprendre comment, à partir de quasiment rien, on forme des structures, etc. Alors après, je n'en suis pas moins humain et investi, comme beaucoup ici. Donc toute cette problématique me touche énormément, d'autant plus que de nombreuses techniques sont communes avec ce qu'a évoqué Valérie. Le rapport au 16 sur 18, on l'utilise par exemple pour comprendre l'origine de l'eau dans le système solaire, avec notamment la mission européenne Rosetta qui a été faite ici, qui est allée sur une comète. C'est pas mon travail, mais c'est celui de mes collègues. L'échec, moi j'aime beaucoup cette notion d'échec, alors je le dis à qui veut l'entendre, mais quand j'étais jeune, j'aimais tellement le lycée que j'ai passé 4 ans, enfin en pré-bac, hein. Donc voilà, l'échec, je connais, on connaît, donc ça forge le caractère. J'ai envie de dire, les manips scientifiques ne font que merder, pardon pour ce terme, mais enfin une manip qui marche, c'est presque exceptionnel, enfin j'exagère, mais donc tout ça fait le sel de la recherche et de la connaissance. Et le système climatique, c'est aussi de la physique, je suis un peu physicien quand même, donc ce sont des choses qui, d'un point de vue curiosité intellectuelle, sont très intéressants. Et puis pour répondre vraiment à la question, mon travail à l'université
parce que je participe à la vie de mon établissement, c'est de former les générations de demain et de former et d'extraire et de faire avancer la science d'aujourd'hui et donc pour demain. Et donc l'extension au lycée, en plus vous avez une super équipe, vous avez des super éco-délégués, voilà, des enseignants formidables. C'était complètement naturel. Quand on me l'a proposé, parce que je dois rendre, voilà, c'est pas moi qui ai proposé le projet, voilà, il y a tout un ensemble de gens qui l'ont proposé, donc c'était un plaisir partagé. Et donc c'était voilà, complètement naturel. Croiser les regards, avoir des experts ici, je pense que c'est très formateur. Et puis avoir vos questions, c'était aussi ce qui m'a convaincu et ce qui a convaincu, je pense, Valérie, qui donne, je sais pas combien, 200 conférences par an. Enfin, merci encore de ta présence. Et donc c'est un élément important aussi d'avoir votre avis et d'avoir travaillé avec vous. Voilà. Donc merci aussi à vous et bravo aux éco-délégués. Merci beaucoup Madame Masson-Delmotte d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci à Monsieur Doll, à Madame Nabli et Madame Aumont de nous avoir aidés à la création de ce projet. Et enfin merci à l'équipe administrative de nous avoir autorisés et accompagnés dans la mise en place de cette conférence. Merci infiniment à la MJC d'avoir proposé ce projet, permis d'y assister et de nous avoir encouragés et soutenus durant tout le projet. Merci aux éco-délégués, ici présents, donc présents, passés et futurs, qu'on invite justement à venir sur scène nous rejoindre pour une dernière photo. Et merci à vous, public, d'avoir été aussi nombreux et de porter de l'intérêt à nos différents projets. Et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.